Bien, ravi de vous retrouver pour continuer cette analyse de la doctrine Xi. Aujourd'hui, nous parlons de la confiance et du dilemme du prisonnier. Alors, pour resituer rapidement les choses, vous vous souvenez que dans une première partie de ma réflexion, je rappelle le canevas général pour montrer où s'insère cet élément de réflexion que je vous propose aujourd'hui. Je propose de redéfinir, de définir, parce que ça n'a jamais été fait, le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, c'est-à-dire la doctrine Xi, à partir de ses concepts structurants dans un premier temps, puis à partir de son mode de fonctionnement, spécialement sur le plan juridique et économique. Mais vous savez que l'essor de ce socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, nonobstant les moyens qu'il se donne, rencontre des obstacles, ou parce qu'il rencontre des obstacles, met en place des moyens absolument spectaculaires, bon, dont les nouvelles routes de la soie, on en reparlera, mais ce qui fait essentiellement obstacle à l'essor de ce socialisme de la nouvelle ère, c'est un déficit d'image, un déficit de confiance. En partie en politique intérieure, j'en reparlerai spécialement aux frontières, Taïwan, Hong Kong, le Tibet, le Xinjiang, mais aussi et surtout peut-être en politique internationale. Vous avez tous observé ou entendu parler du China bashing. Bon, nous sommes avec la Chine dans le dialogue de modèles politiques qui sont tellement différents que, évidemment, il est assorti d'innombrables malentendus. Bon, donc je propose de repartir de la question de la confiance qui est essentielle. Vous verrez que Xi Jinping y consacre tout le chapitre 9 du deuxième tome de la gouvernance de la Chine, donc c'est une question importante, et qui s'intègre parfaitement à une réflexion sur le renouveau. Vous savez que cette doctrine Xi, c'est la doctrine du rêve chinois, du grand renouveau de la nation chinoise, donc il est question d'une renaissance, et cette renaissance, c'est en l'occurrence celle de Confucius. Donc la confiance étant au cœur de la doctrine confucéenne de la politique, il me semble essentiel, il me semble évident d'en reparler ici. Alors la valeur confiance, valeur traditionnelle héritée du confucianisme, est mobilisée comme ciment de la société, comme catalyseur de la puissance, puisqu'au lieu de laisser le hasard guider les choix libres, soi-disant libres des individus, elle tente la puissance. Cette stratégie de la puissance est une stratégie qui tente des additions, qui tente une agrégation des puissances individuelles, pour parler comme Spinoza, qui tente de composer les puissances individuelles. L'union fait la force, comme on le dit, ou pour être exact, l'union fait la puissance. Le moteur psychologique de cette stratégie de la confiance, vous le voyez, il est donc simple, à la fois simple et profond. Il est aussi essentiel, je crois, à la pensée morale et politique confucéenne que la peur l'était à la politique de Hobbes. Et Xi Jinping le résume par une citation de Wei Shou, que vous trouvez dans le discours que Xi Jinping a tenu à Genève à l'Office national des Nations Unies le 17 janvier 2017. Cette citation de Wei Shou, je ne résiste pas au plaisir de vous la dire en chinois, « Dan zi yi zhe, zong zi nan cui ». Seul, on est vulnérable, ensemble, on est difficile à briser. Donc ce ne sont plus les valeurs de liberté, entendez bien, liberté, égalité, qui sont convoquées dans la méditation socialiste à la chinoise, mais plus profondément,
ou plus spécifiquement la confiance et l'unité. On peut d'ailleurs se demander si ce ne sont pas des ressorts psychologiques sous-estimés dans les politiques occidentales, à moins que la montée actuelle des populismes ne soit justement l'expression de cette déception des peuples dont la confiance a ou aurait été trahie. Bon, c'est une hypothèse en passant. Les condamnations judiciaires, en tout cas les condamnations judiciaires récurrentes de ministres fraudeurs ou même de présidents de la République ont creusé, vous le savez, un déficit de confiance sans susciter toutefois de réflexion collective sur une sortie du modèle représentatif, dont les pièges avaient pourtant depuis longtemps été analysés. Je pense à Rousseau notamment, dans le chapitre 15, au livre 3 du contrat social. Bon, comme Pierre Rosanvallon l'analyse dans son diagnostic des pathologies de la démocratie, comment ne pas rappeler la crise de confiance que traverse la démocratie, ou le problème de la mal-représentation. On peut n'y voir, comme lui, qu'une crise institutionnelle des modalités de la représentation, mais on peut y voir aussi, et plus profondément, la perspective chinoise nous y invite fortement, on peut y voir une crise du principe même de la représentation, de son sens, de son effectivité. Toujours est-il que la confiance n'est pas seulement essentielle au concept de la démocratie représentative, puisque sans confiance, la vie politique perd son sens. Elle tend à dégénérer en une espèce de lutte à mort. La confiance est essentielle à l'idée même de peuple, car elle fait passer le troupeau dispersé à l'état de nation. Elle transforme un ensemble d'individus aux intérêts disparates, dont la cohésion est maintenue seulement de l'extérieur, à une société scellée de l'intérieur par la conscience d'un intérêt commun. La confiance est le présupposé essentiel de tout contrat, ou, si vous voulez, le concept qui joue en Chine le rôle similaire, un rôle similaire à celui qu'a pu jouer le concept de contrat dans la pensée contractualiste. Il est le concept d'une justification de la politique par la relation mutuelle des gouvernants et des gouvernés, plutôt que par la référence à un modèle idéal, par exemple, ou à une autorité divine. Le chapitre 18 du Léviathan, qui porte sur les républiques d'institutions, l'évoquait dès ses premières lignes et dans son paragraphe conclusif. Et l'évoquait dans les termes d'un consentement motivé. Alors motivé par la recherche de la paix, par la recherche de l'utilité commune, et il me semble que la confiance n'est chez Confucius pas autre chose qu'un consentement raisonné. Je ne crois pas que la confiance désigne simplement chez Confucius une espèce de sentiment irrationnel. Les républiques d'acquisition du chapitre 20 du Léviathan ne peuvent pas non plus se maintenir si elles ne parviennent à transformer leur violence fondatrice en contrat de confiance, c'est-à-dire en un consentement pour lequel chaque partie a ses raisons propres. C'est ce qu'explique Hobbes lorsqu'il dit, je le cite, « Ce n'est donc pas la victoire qui donne un droit d'autorité sur le vaincu, mais sa propre convention. Il n'est donc plus obligé parce qu'il est conquis, c'est-à-dire battu, pris ou mis en fuite, mais parce qu'il se rend au vainqueur et se soumet à lui. Le vainqueur n'est pas non plus obligé par le fait que l'ennemi se rende à lui de lui faire grâce, car ceci relève de sa décision,
ce qui n'oblige pas le vainqueur plus longtemps que ce qu'il estime être souhaitable. Hein, fin de citation. Comme le montre ici Hobbes, sans consentement à servir, le vaincu ne pourrait pas entrer dans un rapport politique avec son vainqueur. Et sans consentement à faire grâce, le vainqueur ne régnerait que sur des morts. Donc, même dans les régimes violents, rien ne pourrait faire société si les deux pôles du contrat ne consentaient à transformer la défiance hostile en confiance raisonnable. Raison pour laquelle, vous le savez, pour Hobbes, les tyrannies n'existent pour ainsi dire pas. C'est-à-dire que quand elles adviennent, elles ne peuvent tout simplement pas durer. En deçà de cette confiance minimale, qui fait passer de la guerre à la paix, qui fait passer, pour parler comme les contractualistes, de l'état de nature à l'état social, il n'y a pas de rapport politique. La politique commence donc avec la confiance. La vie sociale est fondée plus solidement quand elle s'appuie sur un calcul d'intérêt collectif, sur la conviction rationnelle d'un intérêt à satisfaire les intérêts des autres, plutôt que sur la défense des libertés fondamentales, c'est-à-dire sur l'égoïsme universel et la déloyauté. Car cet égoïsme ne rend pas simplement soupçonneux à l'égard des autres, qui sont perçus comme des concurrents ou comme des limites à notre liberté, il jette finalement le doute sur toute instance ou institution qui prétendrait arbitrer la satisfaction de ses intérêts pour les composer ensemble. Parce que, au nom de quel intérêt supérieur, et en vue de quel but commun? Tandis que les gouvernements, les gouvernants arbitrent entre les intérêts d'individus perçus de leur point de vue comme les soldats de cet égoïsme universel. C'est peut-être l'un des paradoxes de toute pensée du contrat qui veut défendre des libertés. C'est-à-dire que dresser sur le vis-à-vis des individus, dresser aussi sur le vis-à-vis des individus face aux institutions qui les gouvernent, elle entretient, cette pensée du contrat, elle entretient pour ainsi dire le ver de la défiance dans la pomme de la liberté. Donc vous voyez que le problème de la défiance n'est pas spécifique à la Chine, mais il se pose en Chine d'une manière spécifique. Le chapitre 9 du tome 2 de la gouvernance de la Chine analyse en effet les caractéristiques culturelles chinoises de cette confiance et les effets sociaux qui en sont attendus sur le plan politique. Ça va nous ramener notamment à une réflexion sur la famille, etc. On en reparlera, tout ça est absolument passionnant. La famille, vous savez, qui est un élément essentiel de la philosophie confucéenne aussi. Donc on reparlera de confucianisme et d'Emmanuel Todd dans une réflexion philosophico-sociologique sur les caractéristiques culturelles de cette philosophie de la confiance en Chine. Philosophie et sociologie de la confiance. Bon, c'était une parenthèse. Dans la pensée de Confucius, qui ne se pose jamais la question politique en termes d'une réflexion sur la meilleure forme de gouvernement. Vous l'avez sans doute observé, la distinction des trois modèles classiques, aristocratiques, monarchiques et démocratiques, n'y est ni discutée, ni même évoquée. C'est la confiance qui est la valeur suprême permettant de discriminer la bonne manière de gouverner. Donc, il s'agit chez Confucius d'une réflexion non pas sur les bonnes formes de gouvernement, mais d'une réflexion, et ce n'est pas du tout la même chose, sur la bonne manière de gouverner. Cette bonne manière de gouverner, c'est celle qui crée, qui inspire et qui entretient la confiance entre des gouvernants et leurs administrés.
Dans cette hiérarchie des normes, vous voyez, dans cette hiérarchie confucéenne des normes, où la liberté ne figure pas, où elle n'est même pas énoncée, évoquée, cette confiance est même une valeur supérieure aux compétences économiques ou militaires, par ailleurs si prisées d'une doctrine politique qui valorise la sécurité matérielle. Alors, un passage des entretiens de Confucius le dit explicitement, je vais vous le lire, il fait 6 ou 7 lignes, il est extrait du chapitre 12, c'est le verset 7, chapitre 12 du Lün Yu des entretiens de Confucius. Zegong interrogea Confucius sur l'administration des affaires publiques. Celui-ci répondit: il faut s'assurer que les vivres ne manquent pas, que les forces militaires soient suffisantes et que le peuple ait confiance en ses dirigeants. Au cas où l'on est forcé de négliger un de ces 3 facteurs, demande Zegong, quel sera le premier auquel renoncer? Réponse de Confucius: aux forces militaires. Question de Zegong, au cas où l'on est obligé d'en sacrifier un autre, quel sera ce deuxième? Les vivres, dit Confucius. La mort est inévitable depuis la nuit des temps, mais quand le peuple n'a plus confiance en ses dirigeants, on ne saurait exister. Fin de citation. Donc sans confiance, les liens de solidarité qui donnent à la vie humaine son sens proprement humain sont fragilisés. Le besoin de confiance, xin en chinois, se déduit du zhen, c'est-à-dire du sens de l'humain, cette qualité qui fait l'humanité de l'homme, qui le fait homme par la force du lien qu'il tisse avec les autres. La confiance est facteur de sécurité et l'insécurité qu'engendre la défiance rend la vie, pour Confucius, moins désirable que la mort. La confiance est présentée comme ce qui fait le prix de la vie de relation proprement humaine, et la mort comme préférable à une vie sans confiance. On le voit bien, pris séparément, les 2 modèles politiques différents, l'un fondé sur les libertés, l'autre sur la confiance et l'unité, ne semblent pas immédiatement contradictoires, mais les chaînes de pensée qui se déduisent de leur axiome fondateur aboutissent finalement à des contradictions qui les rendent incompatibles et qui, me semble, expliquent tous les malentendus du dialogue interculturel ou de la politique internationale. La plus flagrante de ces contradictions étant qu'une morale de la confiance sonne pour nous comme une menace de restriction sur nos libertés fondamentales. Alors pourquoi? La confiance exige des actes dignes de parole, exige des actes dignes des promesses passées, tandis que les libertés ne réclament de l'État et du droit que défense et protection. L'exigence qu'enveloppe la confiance est tournée vers soi. Celle que contient la liberté s'adresse aux autres, qui doivent la respecter bien sûr, et s'adresse aussi au pouvoir public, qui doivent la faire respecter. La liberté a peur d'être flouée. La confiance a toujours peur de n'en avoir pas fait assez. La liberté est limitée de l'extérieur par la morale des devoirs qui nous appelle ou qui nous rappelle que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais la confiance, c'est une morale en elle-même. Elle contient le devoir d'en inspirer assez, elle contient le devoir d'en être digne. Tandis que la confiance en appelle à la coopération, la liberté individuelle encourage la défiance et la compétition, l'égoïsme et la déloyauté. Les libertés dont nous sommes jaloux, celle de nous approprier tel objet, par exemple, selon un calcul d'intérêt personnel, de nous marier, de choisir un métier, etc., impliquent aussi la possibilité
d'en être dépossédé par un plus offrant que nous, implique la liberté pour un tiers insatisfait, un époux, une épouse, un employeur, de rompre aussi ses contrats selon leurs intérêts, selon la logique propre de leurs intérêts individuels. La loi ne servant ici qu'à modérer les effets destructeurs de ces ruptures de contrat en ne proposant que de garantir les libertés de chacun, mais non la puissance supérieure de l'unité du tout. Bref, la liberté, c'est l'angoisse. Mais non point parce que, comme le pensait Sartre, nous devrions assumer seuls la responsabilité de nos choix dans un monde contingent, mais parce que nous devons endurer la possibilité que d'autres puissent constamment exercer la leur au détriment de la nôtre. La théorie des jeux propose à notre temps, où le confucianisme n'a pas, vous le savez, puissance légitimante, sinon en Chine bien sûr, mais partout ailleurs dans le monde, parce qu'il y a vraiment une idéologie spécifiquement chinoise, c'est bien le confucianisme, le taoïsme aussi, bon, à la différence du bouddhisme par exemple, hein, qui vient de l'Inde et qui s'est mondialisé. Bon, il n'en va pas de même du confucianisme, qui n'a pas, je disais, donc la puissance de légitimation d'une théorie mathématique, par exemple, hein, pour reformuler les enjeux de la coopération et de la confiance contre l'égoïsme. C'est la raison sans doute pour laquelle Xi Jinping et ses conseillers ont eu, Wang Huning, Sheng Hong, dont je vais parler plus bas, ont eu l'intelligence de reformuler Confucius dans les termes mathématiques de la théorie des jeux, dans ce que le grand public peut en comprendre et qui est largement suffisant pour l'essentiel, vous allez le voir. On se souvient en effet que dans le dilemme du prisonnier, nous par contre, nous allons rentrer un petit peu dans le détail de ces théories. Hein. On se souvient que dans le dilemme du prisonnier, auquel je vous renvoie, vous pouvez aller l'écouter sur Wikipédia ou écouter aussi un garçon qui fait de très bonnes vidéos là-dessus sur une chaîne YouTube qui s'appelle Science étonnante. Mais enfin, je vais vous résumer l'état des lieux. Le choix égoïste dans le dilemme du prisonnier est, à un certain niveau, le choix égoïste est toujours présenté comme préférable. C'est toujours le choix égoïste dans ce dilemme du prisonnier sous sa forme initiale. On parlera tout à l'heure de la version du dilemme répété. Mais pour le moment, dans la version initiale du dilemme du prisonnier, c'est toujours le choix égoïste qui maximise le profit individuel et minimise les pertes ou les risques de perte. Quel que soit le choix de l'autre, on y a toujours intérêt à privilégier la défense de ses propres intérêts et à dénoncer donc, et à trahir. Le dilemme des deux complices interrogés séparément par la police était le suivant. Si A a coopéré alors que son complice le trahit, A aurait pris 10 ans de prison, au lieu de n'en prendre que 5, s'il avait lui aussi dénoncé B. Il a intérêt à trahir au cas où il serait trahi. Mais si B ne le dénonce pas, A a quand même intérêt à trahir B. Et car c'est lui qui est libéré sans peine de prison, au lieu d'en prendre 1 an s'il se tait devant la police. Dans les deux cas, donc, quelle que soit l'attitude d'autrui, quelle que soit l'attitude des autres, la stratégie libérale, individualiste, qui identifie donc la liberté à la satisfaction de ses propres intérêts, est inconditionnellement déloyale ou parjure. Mais l'option contraire, c'est-à-dire l'hypothèse coopérative,
d'une stratégie qui défendrait la confiance et paradoxale aussi, car elle minimise le bénéfice et maximise les risques individuels. Y souscrire fait donc peur et semble de prime abord irrationnel. On s'expose à être dupé. C'est l'hypothèse sous laquelle, du point de vue collectif, le coût est cependant toujours plus faible et le bénéfice toujours plus grand. Car en cas de double coopération, les peines cumulées ne font que 2 ans de prison au total. Si les deux complices se taisent devant la police, ils prennent tous les deux 1 an, donc 1 plus 1 font 2, 2 ans de prison au total pour les deux, c'est-à-dire une somme qui est toujours inférieure à toutes les autres combinaisons qui font un total de 10 ans de prison, soit 5 plus 5 en cas de double dénonciation, 5 plus 5 font 10 ans, soit 10 plus 0 en cas de dénonciation unilatérale, celui qui a dénoncé repart libre, tandis que l'autre prend 10 ans de prison. Donc 10 plus 0 font aussi 10. C'est dans cette hypothèse de la coopération, et dans cette hypothèse seulement, que le bénéfice collectif est le plus grand. Et c'est ainsi que le parti socialiste, le pari socialiste de la confiance prônée par Xi Jinping et Confucius, trouve dans les calculs mathématiques de la théorie des jeux un gain d'intelligibilité rationnelle. C'est ainsi que le marxisme scientifique du PCC enrichit les doctrines traditionnelles dont il assure le renouveau. On peut relire ce dilemme avec Shengrong, l'auteur de Stratégie et gestion, paru en 1995, Zhang Yueyu Guangli, et spécialement la version dite du dilemme répété. On peut relire ce dilemme, et spécialement la version du dilemme répété, une version dans laquelle chaque parti peut prédire le comportement des autres. On peut le relire comme une schématisation rationnelle du rapport entre les peuples et leurs classes dirigeantes et possédantes, dans les deux paradigmes de société. Le modèle individualiste, centré sur la défense des libertés, et le modèle socialiste, centré sur la maximisation du bénéfice commun. Chacun de ces deux modèles ne peut réussir à inspirer confiance, notamment des peuples à l'égard de leurs gouvernants, qu'à condition d'écarter tout mécanisme de passagers clandestins. Le contrat ne peut fonctionner que si les gouvernants, le PCC en Chine ou quelques gouvernements que ce soit, réussissent à entretenir la confiance de principe que le peuple leur a accordée. C'est sous cet angle et dans cet objectif que se comprend rationnellement la lutte anticorruption renforcée par Xi Jinping, qui vise à restaurer et renforcer le crédit du parti. Mais si nous concevons la politique comme une arène, comme une lutte dans laquelle des contre-pouvoirs doivent nous protéger des abus de pouvoir attentatoires à nos libertés, nous exerçons notre lucidité au détriment de la confiance. Nous sommes moins naïfs, si vous voulez, et j'ai envie de rajouter depuis Montesquieu, mais nous sommes devenus méfiants. Et cette défiance n'est pas moins fatale, préjudiciable en tout cas, à l'unité du lien social, à la puissance collective, et donc, in fine, à la satisfaction de l'intérêt collectif. Lutter pour les libertés individuelles, c'était donc pratiquer un jeu à somme nulle, l'ingre boi, où ce qui est gagné par les uns est perdu par les autres.
Marx l'avait démontré en analysant la violence fondatrice du processus d'accumulation du capital, ou les conditions de travail des ouvriers qu'impliquait la croissance industrielle anglaise du XIXe siècle. Contre l'avis, en tout cas de tant d'analystes qui voyaient dans la politique d'ouverture et de réforme menée en Chine depuis, 1978 une transition vers une philosophie politique libérale, nous pensons plutôt que Xi Jinping se défend, comme ses prédécesseurs, de vouloir importer tout libéralisme en Chine. Parce qu'en marxiste, il voit dans les libertés fondamentales une doctrine de l'égoïsme universel qui freine l'accroissement ou la croissance de la puissance collective. Une doctrine de l'égoïsme universel qui handicape et qui mutile la souveraineté nationale. On ne compte pas, sous la plume de Xi Jinping, la fréquence des termes coopération ou accord gagnant-gagnant, non seulement en politique intérieure aussi, mais dans les relations diplomatiques. Bon, du point de vue de l'intérêt collectif ou global pour Xi Jinping, il est rationnel de supposer que le pari de la coopération, l'accord collectivement gagnant, est la meilleure combinaison possible. Je crois que c'est la raison pour laquelle cette rhétorique des accords gagnants recouvre, c'est-à-dire dépasse une politique de la liberté. Allons plus loin. Allons plus loin. Car un problème surgit des remarques que François Godement consigne notamment dans La Chine à nos portes, un ouvrage paru en 2018. François Godement, qui n'est pas un sinophobe grossier comme la plupart de ceux qui sévissent aujourd'hui dans l'université française, reconnaît le pacifisme chinois, mais il nuance, s'étonne et s'inquiète tout de même des sanctions diplomatiques ou économiques que la Chine est parfois capable de prendre. Comment expliquer ces punitions comment expliquer ces punitions ou leur cohérence avec une doctrine de la bienveillance? Comment expliquer ces punitions dans une doctrine de la bienveillance? S'il est vrai que la doctrine socialiste de Xi s'appuie sur cette doctrine confucéenne de la confiance et, à travers elle, sur une doctrine de la bienveillance. Ne faut-il pas simplement y voir une contradiction? C'est la question que se pose François Godement, et une contradiction annonciatrice du pire éventuellement. C'est-à-dire qu'il est possible que la Chine fasse hypocritement dans ses discours, entendez donc dans ses discours, bonne figure, pour mieux se convertir à la doctrine de l'hégémonisme dès qu'en pratique elle retrouvera une position avantageuse qui lui permettra de le faire. Voilà ce que François Godement suspecte. Je ne fais pas cette hypothèse et je préfère me demander plutôt, je vais me justifier bien sûr, comment concilier la pratique de l'amour avec une pratique de l'autorité? C'est ça, pour moi, la question. La question que François Godement ne pose pas et qu'il faut se poser sur un plan philosophique. Comment concilier une pratique de l'amour avec une doctrine de l'autorité? Je me rallie donc, avant d'aller plus loin, je vous le dis tout de suite, je me rallie à l'hypothèse d'une bienveillance chinoise qui serait sincère. Mais je crois qu'il faut la justifier. C'est-à-dire préciser sa doctrine de l'autorité. Préciser de quelle nature, au juste, est cette doctrine de l'autorité
qui articule bienveillance et sanction. Et je crois que la théorie des jeux permet de le faire. Il faut dépasser la contradiction de la bienveillance et de l'autorité, susceptible à l'occasion de sanctionner. Une autorité doit être susceptible à l'occasion de sanctionner en disant non, bien sûr, mais la bienveillance également. La théorie avancée de la bienveillance ne doit pas conduire à ce que j'appellerais un altruisme inconditionnel, qui dirait tout le temps oui, qui dirait oui sans limite, et qui ne rechignerait jamais, qui ne regimberait jamais, qui ne prendrait jamais de sanctions. C'est pour l'avoir soupçonné, mais non analysé, que François Godement hésite, je pense, dans son diagnostic, si vous lisez l'ouvrage que j'énonçais tout à l'heure, en reconnaissant dans le pacifisme chinois des stratégies de sanctions qui le contrediraient. Il hésite, François Godement. Mais pour comprendre la doctrine chinoise de l'autorité, il faut approfondir notre compréhension du dilemme du prisonnier, notamment dans la version du dilemme répété que j'évoquais tout à l'heure. Alors, dans les discussions avancées sur le dilemme du prisonnier, en effet, deux cas de figure ont été distingués. Ou bien on ne joue qu'une fois, ça c'est la version initiale du dilemme du prisonnier, ou bien on joue plusieurs fois. Et les calculs sont évidemment différents dans ce dilemme, quand le dilemme est répété, puisqu'il n'y a plus à proprement parler de dilemme ou de choix cornélien, dès lors qu'on sait comment les autres vont se comporter, ou qu'on peut en tout cas prédire avec une relative certitude l'attitude que vont avoir les autres. La comparaison de cette situation du dilemme répété avec la vie politique devient plus pertinente, car dans la vie politique, malgré des erreurs ponctuelles, on peut apprendre à connaître ses interlocuteurs et à prédire leurs réactions futures. La condition de double aveugle est au moins en partie levée. Dans cette situation toutefois, ce n'est pas l'altruisme inconditionnel qui remporte les meilleures chances de succès, mais les statistiques opérées sur les différents types de comportements possibles montrent la supériorité d'une stratégie de bon sens et d'une simplicité enfantine, qui est la stratégie donnant-donnant. Cette stratégie donnant-donnant s'oppose à l'altruisme inconditionnel. L'altruisme inconditionnel est cet altruisme qui s'oblige à des actions ou à des réponses systématiquement coopératives en toutes circonstances, y compris face à des stratégies d'agression. On peut voir en Jésus, si vous voulez, une illustration de cet altruisme inconditionnel lorsqu'en Matthieu 5, 38-42, il dit « Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui encore l'autre ». Nous qualifierions volontiers cet altruisme inconditionnel de naïf, parce qu'il est inefficace en pratique. Et cette stratégie n'a d'ailleurs jamais permis à Jésus de se tirer juridiquement et politiquement des griffes de ses accusateurs. Que Jésus ait visé un autre type d'efficacité, si vous voulez, qui n'était pas d'ordre politique et temporel, c'est certainement pertinent comme remarque, mais enfin c'est une autre question qui nous conduirait bien loin et que je laisse donc pour le côté. Ce n'est pas l'objet de ma réflexion aujourd'hui. En tout cas, vous voyez que l'objectif de Jésus n'était pas de se tirer d'affaire. Et l'altruisme inconditionnel auquel il invite ne se justifie pas par son efficacité politique ou pratique. Analysant les différentes versions de stratégies altruistes ou coopératives, qui ne se réduisent pas à l'altruisme inconditionnel,
La théorie des jeux montre que leur efficacité, l'efficacité de ces stratégies altruistes, est la meilleure quand on ajuste sa réponse future au comportement immédiatement passé de ses partenaires, c'est-à-dire en sanctionnant immédiatement les comportements égoïstes par une réponse non coopérative et en récompensant immédiatement à nouveau les repentirs altruistes. La bienveillance de principe de la stratégie rationnellement efficace, au regard des mesures statistiques faites dans le cadre de la théorie des jeux, s'inscrit dans la stratégie de type gagnant, donnant. On commence par coopérer, avec une espèce de bienveillance de principe, mais face à un refus de coopération ou à une trahison, on sanctionne immédiatement et en proportion. Puis, dès que l'adversaire se remet à coopérer ou redevient partenaire, on pardonne aussitôt. Le paradoxe est que la stratégie la plus incitative à coopérer n'est pas elle-même inconditionnellement coopérante, mais elle n'est pas méchante non plus. Si par méchant on entend, au sens de l'ancien français, celui dont l'intention est de faire mal choix, le méchéant, celui avec lequel on est mal tombé. Bon, fin de parenthèse. Cette stratégie donnant-donnant, elle est simplement juste, c'est-à-dire ajustée en miroir, en lien, en harmonie, résonante avec l'attitude de l'autre. La stratégie la plus pro-coopérative est une stratégie d'ajustement, d'harmonisation. Elle se comporte en résonance. Elle part d'une bienveillance de principe, mais elle est tour à tour capable de sanctions immédiates comme de pardon inconditionnel. Elle évite le piège de l'égoïsme délétère sans tomber dans celui des stratégies inconditionnellement altruistes qui sont impuissantes ou inefficaces en pratique. Du moins aléatoire quant à leur efficacité. Il arrive quelquefois qu'un altruisme, qu'une bienveillance inconditionnelle émeuve un adversaire et réussisse à le convertir. Mais cette conversion relève d'une grâce qui est bien rare, et suffisamment rare pour être d'ailleurs d'autant plus soulignée par les textes sacrés. Bref, fin de parenthèse sur ce sujet. Je voudrais dire que si tel est bien le type de stratégie, cette stratégie donnant-donnant, si tel est bien le type de stratégie diplomatique que médite la Chine, comme Xi Jinping nous pousse à le croire par ses références à Confucius et à la théorie des jeux, intégrée dans sa rhétorique des accords gagnant-gagnant, lors des discours qu'il tient sur la scène internationale, eh bien, nous sommes au plus loin d'une récupération chinoise de Carl Schmitt que suppose par exemple Sebastian Weg, directeur de recherche à l'EHESS, que vous pouvez écouter ici ou là dans ses publications sinophobes sur France Culture. Bon, en tout cas, nous sommes au plus loin de toute nazification du régime chinois, car on ne peut évidemment, c'est ma réponse en passant à M. Weg, on ne peut évidemment confondre toute justification de l'autorité avec une dérive autoritaire ou totalitaire. Faisons dans la nuance. Plutôt que chez Carl Schmitt, c'est, je crois, chez les philosophes de l'Antiquité chinoise, et peut-être plus particulièrement chez Lao Tzu, qu'il faudra chercher les racines d'une conception chinoise de l'adversité, de l'adversaire, par opposition à la conception schmittienne de l'ennemi. Il ne s'agit pas
Il ne s'agit pas d'aimer son prochain au point d'accepter ses nuisances et de tendre, comme Jésus, l'autre joue, mais il ne s'agit pas de l'aimer non plus si peu qu'on soit incapable de le pardonner si ses actions redeviennent profitables. Tandis que l'ennemi était, pour Carl Schmitt, l'altérité irréductible dont la menace agit comme une stimulation, comme un stimulant pour l'affirmation de notre puissance. Vous vous souvenez que c'est la raison pour laquelle Carl Schmitt dit que nous avons, ou que les États ont besoin d'ennemis. Stimulation de l'affirmation d'une puissance, je dirais d'une manière réactive, pour s'affirmer en s'opposant, pour s'affirmer d'autant plus qu'on peut s'opposer. Bon, dans la relation donnant-donnant ou gagnant-gagnant, l'adversaire est celui qui n'est jamais ennemi. Il n'est jamais assigné à son rôle, donc je distingue l'adversaire et l'ennemi. Il n'est jamais, cet adversaire, assigné à son rôle ou figé dans une posture, qu'elle soit menaçante ou bénéfique. L'adversaire est celui qui est toujours potentiellement susceptible de devenir complice ou partenaire. Quelles que soient les contradictions ou les antagonismes, les rapports de composition d'intérêts formés avec lui sont à géométrie variable. Voilà. La relation à l'autre est une relation à géométrie variable, évolutive. Mais au cœur de ces fluctuations incessantes, c'est la recherche du maximum de puissance collective. C'est-à-dire l'effort pour intégrer ou composer nos puissances particulières, nos puissances individuelles dans un tout supérieur qui sert de boussole à la relation ou au pilotage de la relation. La recherche d'un maximum de puissance à travers la construction d'une relation de confiance n'exclut pas l'exercice provisoire du pouvoir contre cet adversaire. Mais on se gardera donc, et c'est ce que fait la Chine, de le diaboliser. Elle se garde de diaboliser, d'essentialiser la différence et de surenchérir surtout. La recherche de la puissance n'exclut pas une stratégie provisoire de contrainte ou d'empêchement. Chacun défend ses intérêts. Et ce qui prouve que ce recours au pouvoir de la contrainte est bien au service d'une stratégie de la puissance, ou ce qui revient au même, que la puissance ne s'englue pas dans les jouissances amères ou les passions tristes du pouvoir, pour parler comme Spinoza, c'est qu'elle ne sanctionne que l'égoïsme incapable d'intégrer l'intérêt des tiers dans son calcul. Ou bien parce qu'ils ont pris l'initiative d'une hostilité, ou bien parce qu'ils agissent de façon lunatique, ou bien parce qu'ils ont trahi ou abusé d'une offre coopérative, ou bien parce qu'ils se sont comportés en passagers clandestins, etc. Souvenons-nous que la véritable recherche de la puissance ne se laisse pas détourner de son but, ce que j'appelais dans l'analyse spécifique consacrée à la distinction entre pouvoir et puissance, ce but que j'appelais le télos, par opposition au skopoi ou au skopos, aux objectifs intermédiaires. Donc là je vous renvoie à la vidéo. Vous savez que je mobilise en permanence la distinction entre pouvoir et puissance, en m'appuyant sur Nietzsche et surtout sur Spinoza. Donc je vous renvoie aux vidéos que j'ai déjà postées sur ce sujet et aux analyses qui seront donc en début de cette méditation sur la doctrine de Xi. Souvenons-nous que la véritable recherche de la puissance, donc, disais-je, ne se laisse pas détourner de son but, qui est le maximum de puissance,
La puissance veut la puissance, toujours plus de puissance. Elle ne se laisse pas détourner de son but par les obstacles qu'elle doit provisoirement écarter pour l'atteindre. Elle ne prend pas les moyens ou objectifs adjuvants, ce que j'appelais donc les scopoi, les objectifs adjuvants ou intermédiaires, c'est-à-dire la transformation ou l'élimination des obstacles, en l'occurrence ici. Elle ne les prend pas, ces moyens ou objectifs adjuvants, pour l'expression de sa puissance même. Et elle s'en défie plutôt. Elle ne perd pas de vue son but. Le but de la puissance, c'est le maximum de puissance. C'est pas le pouvoir. Bien, donc je finis là-dessus. Enfin, c'est quelques 12 ou 13 pages sur la confiance confucéenne et le dilemme du prisonnier ne sont pas tout à fait terminés, mais on est là dans une vidéo, dans une synthèse de conférence qui est déjà très longue. Je vous renvoie en tout cas à la distinction entre pouvoir et puissance, et je vous donne bonne méditation sur ce thème, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos discussions sur la doctrine de Xi, la doctrine du rêve chinois et le renouveau, le grand renouveau de la nation chinoise. Belle journée à tous, à très bientôt.